Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un troisième chapitre qui sera consacré au test d'hypothèse. Dans le test d'hypothèse, on va voir, premièrement, comment on doit formuler des hypothèses en fonction du contexte ou bien en fonction de l'énoncé d'un exercice. Autre chose qu'on va voir, ce sont les étapes, parce que ce test respecte certaines étapes. Et on va les faire en 4 étapes seulement pour ne pas se compliquer la tâche. Troisième des choses, ce qu'on va voir dans ce test d'hypothèse, c'est la prise de décision. Donc 3 éléments essentiels qui composent ce chapitre et qui vont être traités en plusieurs séances. La première séance, il faut qu'on maîtrise les étapes du test. La deuxième séance sera consacrée au test de student parce qu'il faut savoir, en fonction de la taille de l'échantillon, on doit voir le test ou la loi que doit suivre la variable aléatoire x. Et du coup, pour pouvoir donc estimer les paramètres de notre population. Dans la troisième séance, on va voir la procédure de décision et également les types de tests. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le test d'hypothèse se compose en plusieurs types. Il y a le test d'hypothèse bilatéral qui a 2 zones de risque et le test unilatéral à gauche avec une zone de risque sur la gauche et un test unilatéral à droite avec une zone à risque à droite. La quatrième séance dans laquelle on va aborder la comparaison de 2 moyennes, voire 2 proportions de 2 populations différentes. Et peut-être qu'on sera amené à faire une quatrième séance pour faire des exercices d'application, pour bien comprendre et bien maîtriser donc le test d'hypothèse. Très bien. Les objectifs donc de la première séance, ou plutôt les objectifs de tout le chapitre. Premièrement, il s'agit de bien apprendre à formuler les hypothèses. Deuxième des choses, mettre en place donc c'est une des premières étapes de ce test. Donc, il s'agit de mettre en place un test et analyser les données qu'on va collecter sur un échantillon. Et le troisième objectif, il s'agit de prendre la décision d'accepter ou de refuser l'hypothèse de départ. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce test d'hypothèse, il s'agit d'émettre 2 hypothèses. La première hypothèse, qu'on appelle l'hypothèse nulle, notée H0, qu'il s'agit de défendre. Donc, tout dépend des orages. Mais pour nous, on va dire que l'hypothèse H0 qu'on va émettre, c'est l'hypothèse qu'on va défendre. Et une deuxième hypothèse, qu'on appelle l'hypothèse alternative, tout à fait le contraire de l'hypothèse nulle, qu'on va noter HA. D'alternative ou bien H1 qui exprime le fait que l'hypothèse nulle n'est pas exacte, n'est pas correcte. Je donne un exemple. Ici, donc, on voit l'hypothèse qu'on peut émettre concernant les signes, c'est qu'elles sont blancs. Donc, tous les signes sont blancs, jusqu'à preuve de contraire. Et l'hypothèse 1, ou l'hypothèse alternative, c'est le contraire de l'hypothèse nulle. Tous les signes ne sont pas blancs. Ou bien, tout simplement, on peut dire certains signes ne sont pas blancs. Dans ce cadre, on va voir quelques exemples. Premier exemple, vous avez des canettes de 33 centilitres qu'il s'agit de remplir dans une usine. Et donc, il faut tester le remplissage de ces canettes. Okay.
Donc, tester le remplissage, vous êtes responsable de production dans une usine, hein, et vous essayez de voir est-ce que le remplissage ou la machine qui va remplir ces canettes respecte une norme de 33 centilitres. Donc, l'hypothèse nulle que vous allez défendre, c'est que vous supposez que la contenance moyenne de la population des canettes respecte la norme. C'est ce qu'on cherche. La machine doit verser dans les canettes que 33, pas plus. Et dans ce cadre, on peut dire que l'hypothèse alternative HA ou H1, les canettes sont sous-remplies. Ou bien, le remplissage des canettes ne respecte pas la norme de 33 centilitres. C'est-à-dire, quand je dis sont sous-remplis, je me mets dans le contexte d'un client. Un client, quand il achète la canette, elle est sous-remplie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la rendre au vendeur. Et donc, l'entreprise va avoir donc plusieurs sa marchandise qui va que les clients vont lui retourner. Donc, dans ce cas, les canettes sont sous-remplies et l'hypothèse alternative. Mais on peut se mettre dans le contexte où les canettes sont sur-remplies et donc ce n'est pas bon pour l'entreprise parce que de cette façon-là, elle va avoir beaucoup de pertes. Un deuxième exemple. Vous avez une entreprise qui est spécialisée dans la vente de dattes sous une marque régionale A. D'accord? Et on suppose que c'est notre entreprise. Et donc, on va défendre cela. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche dans cette entreprise à savoir si plus de 50% de la population des consommateurs vont préférer notre marque au détriment d'autres marques B, C. Supposons que sur le marché, il n'y a que 3 marques A, B, C. Et on va voir, est-ce que 50% de la population des consommateurs préfèrent notre marque? Donc l'hypothèse nulle. Plus de 50% de la population des consommateurs préfèrent notre marque, la marque A. Et l'hypothèse alternative, donc H1, moins de 50% des consommateurs préfèrent la marque A. Voilà. De cette façon, on a formulé des hypothèses qui sont correctes. L'hypothèse nulle qu'on essaie de défendre et l'hypothèse alternative H1, c'est-à-dire qu'on suppose que H0 n'est pas correct. Un autre exemple. Prenez une entreprise qui conditionne du thé dans des boîtes de 125 grammes. Vous avez cette entreprise qui produit quotidiennement 350 000 boîtes et vous essayez de tester le bon fonctionnement des machines. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes le responsable de cette entreprise. Vous allez prélever un échantillon de 100 boîtes pour vérifier si le remplissage respecte la norme. Voilà, dans l'exercice, on vous donne, on conditionne dans des boîtes de 125, donc c'est la norme, M0. Le responsable qualité espère que le poids soit proche de 125 grammes, c'est-à-dire on va s'accorder une marge d'erreur de la machine. Quelle est cette marge? Vous acceptez les boîtes qui pèsent ou qui rentrent dans l'intervalle 123 à 127. En dehors de cet intervalle de confiance, la machine ne fonctionne pas bien et donc il faut appeler un technicien pour la réparer. Voilà. Donc la norme c'est 125. Inférieur à 125, vous acceptez jusqu'à 123. Supérieur à 125, vous acceptez jusqu'à 127. Si le responsable trouve des boîtes qui pèsent plus de 125 ou moins de 125, est-ce qu'il doit considérer que cela est dû à l'échantillonnage? Donc vous dites que c'est juste le choix de l'échantillon qui fait que le poids varie de 125, ou bien qu'il faut réparer la machine et que la machine ne fonctionne pas bien. On applique dans ce cadre le test d'hypothèse qu'on appelle test d'hypothèse de conformité. Donc on a vu 3 exemples. Maintenant on passe aux étapes
donc de ce test, c'est ce qu'on a dit dans le cadre de cette séance-là, on va aborder les étapes du test d'hypothèse. Donc, on va suivre les étapes suivantes. L'étape 1, il s'agit de formuler les hypothèses, et donc, ou bien on l'appelle mise en place du test. La deuxième étape, on suppose que H0 est vrai. Sous H0 vrai, X va suivre une certaine loi. Quelle est cette loi? C'est pour cette raison que on va aborder dans la deuxième séance le test de student, parce que généralement, quand X ne suit pas la loi normale, ou plutôt donc un X bar, il faut donc chercher à voir en fonction de la taille de l'échantillon la loi que va suivre X bar, et du coup sur quelle table il faut lire T alpha. Les bornes donc de l'intervalle de confiance. Dans la troisième étape, il s'agit de déterminer la zone d'acceptation. Quand on détermine la zone d'acceptation, ça veut dire automatiquement qu'on détermine la zone critique. Et dans une quatrième étape, on va prendre la décision d'accepter H0 ou bien la rejeter. Très bien. Donc, la première étape qui concerne la formulation des hypothèses ou la mise en place du test. Je pose deux hypothèses comme ce qu'on a vu dans les exemples précédents. H0, l'hypothèse nulle, et H1, l'hypothèse alternative. Comment je formule mes hypothèses? Regardez, on a dit qu'il y a plusieurs types de tests. Le test bilatéral et le test unilatéral. Et dans le test unilatéral, on distingue entre le test unilatéral à gauche et le test unilatéral à droite. Très bien. Regardez. Dans H0, la moyenne correspond à la norme. On suppose. Quand H1 dit que inférieur à la norme, c'est pas bon, ça veut dire que c'est une zone de risque. Dans ce cadre, on dit que le test unilatéral est à gauche. Test unilatéral à gauche. Pour quelle raison? Parce que M inférieur à M0, je suis sur la gauche et c'est pas bon. Ça veut dire que c'est une zone critique. La zone critique se trouve de quel côté? Il se trouve sur la gauche. Donc, c'est un test unilatéral à gauche. Quand, cette fois-ci, la zone critique se trouve sur la droite, ça veut dire que, là, on va dire que le test unilatéral est un test unilatéral à droite. Pour quelle raison? Parce que la zone critique se trouve sur la droite. Comme quoi, par exemple, prenons des voitures qui dégagent du CO2 et que l'État nous dit, ou bien dans le contrôle technique, à partir moins de tonnes de CO2, supposons, je prends un exemple au hasard, comme ça, moins de 18 en CO2, c'est bon, plus de 18, c'est pas bon. Et donc, la norme, c'est 18. Au-delà de 18, c'est pas bon. Ça veut dire que la zone critique, ça veut dire que la voiture qui dégage plus de 18, c'est pas bon. Okay? Et donc, la zone critique se trouve de quel côté? Elle se trouve à droite. Donc, on dit que c'est un test unilatéral à droite. Et normalement, dans des livres, on peut trouver cela. C'est-à-dire, au lieu d'écrire M est égal à M0, il faut écrire M inférieur ou égal à M0. Mais par convention, on dit que M est égal à M0. Normalement, on doit écrire ceci, que M, ici, est inférieur ou égal à M0. Ce qui est exact. Mais par convention, on prend la moyenne égale à la norme. Comme ici, par exemple, dans le test unilatéral à gauche, ce qu'on doit écrire, quand c'est inférieur à
à la norme, c'est pas bon, c'est une zone à risque. Ça veut dire que là, on doit écrire M supérieur ou égal à M0. Voilà. Et on arrive au dernier type de test, donc, qui concerne le test bilatéral. Quand est-ce qu'on parle de test bilatéral? Quand j'ai deux zones critiques, comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure concernant les boîtes de T, 125, mais j'ai un intervalle de confiance qui va de 123 à 127, ça veut dire inférieur à 123, ce n'est pas bon. Et supérieur à 27, c'est pas bon. Combien de zones de risque j'ai deux zones de risque. Dans ce cadre, je parle de test bilatéral. Très bien, on continue. La deuxième étape. Dans la deuxième étape, il faut voir ou définir la loi de la variable x, de la variable aléatoire. Et du coup, donc, étape 2, on suppose que H0 est vrai. Sous H0 vrai, j'ai M est égal à M0, ce que j'ai écrit tout à l'heure dans mon test d'hypothèse concernant H0. Et donc, je définis la loi de la variable x. Dans ce cadre, si vous avez une taille d'échantillon supérieure à 30, vous aurez la moyenne de l'échantillon au niveau de l'échantillon x bar va suivre une normale de paramètres m et sigma de x bar. D'accord? Pour quelle raison? Parce que je considère m est égal à m0. Et dans ce cadre, ou bien, concernant la proportion, f va suivre une normale de paramètres espérance de f, sigma de f. Et dans ce cas, on procède par un changement de variable, t, qui est égal à x bar moins m sur sigma de x bar, qui va suivre une normale centrée réduite de paramètres 0 et 1. Quand vous avez la taille de l'échantillon inférieure à 30, on utilise le test de student. D'accord? Mais dans ce cadre, il faut distinguer entre deux choses. Soit vous avez sigma connu, et là, x va appartenir à l'intervalle m0 moins t fois sigma, puisque je connais sigma, l'écart type au niveau de la population, sur racine de n, sigma de x bar. Okay? Et m0 plus t alpha, qu'il faut lire sur la table de student, et non pas sur la table de la loi normale. Pourquoi? Parce que la taille de l'échantillon est inférieure à 30. Et donc T alpha fois sigma de la population sur racine de n. Quand vous avez sigma inconnu, vous ne connaissez pas l'écart type au niveau de la population, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer l'écart type par son estimateur. Mais attention, son estimateur sans biais. X va appartenir à l'intervalle m0 moins T alpha S' sur racine de n et m0 plus T alpha S' sur racine de n. Comme vous le voyez, je parle de S' et non pas S second. Pour quelle raison? C'est pour cette raison que j'ai écrit cette remarque. Dans le cas de test d'hypothèse, on considère l'échantillon comme indépendant. Et si l'échantillon est indépendant, dans ce cadre-là, on applique le tirage avec remise. Très bien. Et je disais, dans le cadre du test de student, quand n est inférieur à 30, on considère T alpha à n-1 degré de liberté, qu'il s'agit de lire sur la table de student. On va le voir à travers une application dans la séance prochaine. J'arrive à la troisième étape, ce que je vais voir dans ce qui suit, donc étape 3 et 4. L'étape 3, il s'agit de déterminer la zone d'acceptation et la zone critique. Supposons que vous soyez, par exemple, dans le cadre d'un test bilatéral, et il s'agit de déterminer deux bornes. Donc la première borne, L1, c'est M0 moins T sigma sur racine de n. Quand vous connaissez donc sigma. Ou bien
vous déterminez les deux bornes dans un test bilatéral et vous dites que L2 est égal à M0 plus T sigma sur racine de N. Et vous arrivez à la dernière étape qui concerne la prise de décision. Vous mettez, si vous avez X bar au niveau de l'échantillon, parce que vous avez déterminé les bornes L1 et L2, maintenant il faut prendre la moyenne que vous avez trouvée sur votre échantillon et vous la vérifiez par rapport à L1 et L2. Si X bar supérieur à L1, vous allez voir en fonction de cela si il faut accepter ou bien refuser H0. Si X bar inférieur ou égal à L1, dans le cadre d'un test unilatéral, vous allez voir s'il s'agit de refuser ou accepter. Tout dépend de la formulation de vos hypothèses. Donc, tout dépend de l'énoncé de l'exercice. Supposons, comme tout à l'heure, je parlais de l'émission de CO2 pour une voiture. Si la norme est de 18 et que vous avez X bar au niveau de l'échantillon supérieur ou égal ou supérieur strictement donc à 18, dans ce cas, vous avez émis l'hypothèse comme quoi H0, le fait d'avoir M est égal à M0, et vous retrouvez que X bar supérieur à la norme, vous allez automatiquement donc refuser H0 et accepter H1. On va le voir à travers des exercices pour vous expliquer plus en détail toutes ces étapes et tous ces éléments pour bien comprendre le test d'hypothèse. Voilà, donc cette séance arrive à sa fin. Rendez-vous dans la prochaine séance qui sera réservée donc au test de student. Au revoir.